Ok, Alexandre, je suis ravi de t'avoir au téléphone. Bah écoute, ça fait plaisir depuis le temps qu'on parle de se faire un truc comme ça en plus, Mais maintenant. ouais, carrément, Voilà. carrément. Alors, je pense que à terme, ce serait de faire ça dans un vrai studio de podcast, un truc Ouais, stylé, tu vois. faut commencer petit, tu vois. Mais on va commencer petit, on va Voilà, comme ça commencer dans 10 petit. ans, tu pourras dire, ah, moi je commençais sur Zoom, Ouais, version mais gratuite en plus, donc t'inquiète. ah non, j'ai la payante. J'ai quand même investi un peu. Oh, Ah, putain. ah, Ouais. ah, le mec, Non, c'est tu vois, non, c'est propre, c'est propre, c'est propre, c'est propre. c'est déjà un peu propre. Ok, bon, comment ça va, toi? Écoute, ça va, ça va. Je reviens de d'un bon mois de bordel en étant à droite à gauche, un peu sur les circuits, un peu en vacances. Donc là, c'est retour à la vie normale. Ça fait bizarre en vrai, hein, je t'avoue. Tu m'étonnes, tu Je m'étonnes. la garder un peu la vie rock'n'roll comme ça. Pourtant, je suis assez casanier de nature, mais j'avoue, j'ai bien kiffé être à droite à gauche là, c'était pas mal. Excellent, bah tu vas nous expliquer, tu vas nous expliquer tout ça. Déjà, je pense que pour ceux qui nous regardent, déjà ton parcours, ça nous intéresse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça commence Alors, et tout ça? il y a très longtemps, je suis né. Non, je rigole. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, je suis pas du tout dans le sport auto. Moi, j'ai fait du basket parce que bah, je suis grand. Enfin, j'étais grand. Maintenant, je suis un être humain normal parmi les autres. Et donc, j'ai fait presque 10 ans de basket et je suis arrivé à Strasbourg pour les études, en fait. Et j'ai toujours été un petit peu dans l'esprit de la compétition, essayer d'aller le plus loin possible. Donc, je me suis dit, je suis à Strasbourg, qui est une grosse ville de basket. On va essayer de viser au moins le niveau national. Ok, Je visais pas forcément la Pro A ou aller en NBA, mais je me suis dit, à un niveau national, je serais assez content. Et donc j'ai fait une sélection dans un des gros clubs de Strasbourg qui s'appelle la SIG. Donc la SIG a deux facettes, hein. Il y a la partie pro, ceux qu'on voit à la télé, tout, etc. Ils ont un club, on va dire, plus amateur qui jouait justement à l'époque en National 2. Je me suis dit, j'y vais et ok. tout. Je me suis fait détruire comme je me Merde. suis rarement fait détruire. Ok, J'ai pris un gros coup à l'ego, je t'avoue, parce que je me souviendrai toujours de cette anecdote où je me suis fait dunker dessus à une sélection par un gamin de 13 ans. ah waouh. Et t'avais quel âge à Euh, ce moment-là? j'avais 20 ans. Ok, J'avais 20 ans, donc ça m'a calmé. putain. Et donc j'ai laissé le basket de côté, puis je me suis consacré à mon autre passion de toujours, qui était les voitures. Et ça faisait pas très longtemps que je regardais la Formule 1 à cette époque-là. Et je me suis dit, go, on va devenir pilote. Alors c'était très long. Je commençais par le karting de location, 4 ans, comme beaucoup de gens, je pense. C'est la base. Le problème, c'est qu'avec mes grandes jambes, le karting de loc, c'est assez compliqué. Ça se joue à quelques centimètres, hein, mais ça fait que je suis très mal assis, je suis pas confortable du tout. Ok, Donc c'est difficile d'être perf. Et puis je suis naturellement plus lourd que les autres personnes qui font du kart. Il y a eu une période sombre d'ailleurs à la fin de ma période karting où j'étais descendu à 82 kilos, ok. mais pas du tout dans de bonnes conditions. Donc j'allais pas spécialement bien. Et le Covid est tombé après. Donc là, ouais, c'était une période un petit peu tendue. Et après, je me suis tourné vers la voiture. Donc j'ai fait quelques track days en fun boost notamment, hein, comme Ok, lors ouais. du STA Event. Voilà. C'était la Yes, première ouais. chose que j'ai conduite. Trop bien. Ouais. Ensuite, j'ai roulé en Formule 4 avec Kevin Petit. C'était mon cadeau de Ok, Noël. Il trop m'avait bien. offert le coaching et tout, donc ça, c'était cool. Et il y a eu le Proto Scène cette année, qui Ouais, était encore un autre gros step. trop bien. D'ailleurs, petit aparté, ne faites pas ça au début, d'accord? C'est très dangereux et ça fait peur. Vraiment. Ah, tu t'es Et fait peur? ouais, c'est flippant. Ah En fait, ouais? on était sur le circuit de l'Ednon. Et il faut savoir que l'Ednon en France, c'est un de nos circuits, je pense, les plus C'est un difficiles en tourniquet. termes. Ouais, c'est difficile en termes de tracé. Mhm. Et il y a beaucoup d'endroits où soit tu vois le ciel, soit tu vois le sol, mais tu vois pas devant toi. C'est l'enfer. Et les proto-CN, mine de rien, c'est pas ultra puissant, hein. Le nôtre, il faisait 280 chevaux. Et en plus, il était. Comment on appelle ça? Il y avait une espèce de silencieux. Donc, on Ouais. perdait encore une dizaine de chevaux. Mais comment ça marche, cette merde? C'est horrible. C'est horrible. Ça va vraiment très, très vite. Et quand tu connais pas le circuit, c'est une très mauvaise idée de faire ça. Mais Donc ça fonctionne sa mère et en plus c'est ouais. allé de nom donc tu t'es bien fait peur je Je pense. me suis bien chié dessus, Ouais, surtout, alors petite anecdote, donc on était trois, et il y en a un de nous trois qui était le plus expérimenté, d'ailleurs lui il fait déjà de la Formule Renault 2.0 depuis plusieurs années, et on a perdu les freins. oh, On a perdu les freins au dernier virage, avant la remontée vers la ligne d'arrivée des stands, là il a perdu les freins, plus de freins, donc il arrive à 160 dans le truc. On s'est chié dessus. tu m'étonnes. Euh, Heureusement que c'était avant la pause de midi, parce qu'on a eu le temps d'avoir la pause de midi pour ingérer le truc, mais ouais, plus de frein. Donc il est retourné dans les stands. Il a manqué de tous nous faucher parce qu'il pouvait pas s'arrêter, Ouais bah tu forcément. m'étonnes.
Et voilà, mauvaise ambiance. Oh putain, Franchement, mauvaise ambiance. Après, il y a eu des réparations. La voiture a très bien marché le reste de la journée. Mais voilà, le protocène, ça fait peur, sachez-le. tu m'étonnes, Et, tu euh, m'étonnes. et donc, plus récemment, bah, j'ai fait ma première vraie course officielle en 208, pendant le 208 sprint en TTE à Nogaro. Voilà. Ça, t'as eu quelques péripéties, ce que j'ai compris, Ouais, ça sur de c'est. la 208. Bah déjà, on arrive, il pleut. Ouais, Alors, j'ai toujours détesté la pluie, même en karting, parce que je sais pas faire. Je suis honnête, hein, je sais pas faire. Et j'ai jamais eu trop le temps d'apprendre, parce que moi, je suis quelqu'un qui apprend très lentement. Et bah, pour bien maîtriser la pluie, il me faudrait des journées entières de roulage. J'ai jamais aimé la pluie. On connaissait pas le circuit. Alors, il est pas fondamentalement compliqué, mais ça joue. Et on connaissait pas la voiture. Et cette 208, elle a l'air de rien, mais comment dire, c'est un peu un bordel à emmener, on va pas se ok, mentir. ouais, C'est quelque chose où il faut être assez agressif. C'est quelque chose qui prend énormément d'angle dans les virages. Et ça se joue beaucoup au placement du train arrière. ok, Donc c'est très particulier. Ça n'a rien à voir avec le Proto C ni la Formule 4, hein, donc moi j'étais paumé. Et petit détail qui peut avoir son importance, c'est que c'est une boîte en H. ah ouais, Alors rouler une boîte en H dans la vie de tous les jours, c'est facile. Dans une voiture de course, c'est autre chose. Moi, j'avais jamais fait. Bon, j'ai appris, hein, comme tout le monde. Mais voilà, c'était deux, trois petites péripéties. Après, comment dire, des petits dégâts sur la voiture, mais on aura l'occasion de revenir dessus Bon, après. on reviendra Parce dessus, ouais. que, voilà, petite excuse, pour l'instant, j'en ai pas parlé parce que. Mais on va expliquer après pourquoi. Oh, Il n'y a c'est pas ça, de, y a pas de exactement. souci. Expliquons après. Mais voilà, c'était un petit peu compliqué parce qu'on a commencé sous la pluie. Après, ça a séché. On a même eu le soleil dimanche. Donc, Ok, c'est bien. Mais voilà, l'apprentissage était un petit peu compliqué. On ne connaissait pas la voiture. Et le TTE, comment dire, c'est un championnat d'habitués. ouais, C'est-à-dire que les gens, ils sont là pour faire leurs courses. Ça fait 10 ans qu'ils la font. On n'avait pas forcément tout ce qu'on avait besoin pour apprendre bien. On a appris ok, beaucoup de nous-mêmes. Il fallait qu'on soit demandeur aussi. Ça ne veut pas dire que les gens donnent pas de conseils, hein, c'est pas le truc. Mais comment dire, c'est un peu une petite famille. Ça fait 5, 10 ans qu'ils sont tous ensemble. Ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des gens qui sont nouveaux et ni de s'en occuper. Donc ça, c'était un petit peu déconcertant. Mais bon, voilà, après, c'était très bonne ambiance. Le soir, ça joue, ça rigole, tout le monde se connaît. Donc voilà, c'était cool quand même. toi, dans le sport automobile, bah, c'est intéressant que tu parles de ça, de cet esprit un peu familial, ou même au contraire, pas Mhm. du tout. Un esprit vraiment très revanchard, enfin très tête dans le guidon. C'est quoi toi, l'expérience que tu as eue la plus salvatrice qui t'a mis cette puce à l'oreille, on va te dire, de te dire, waouh, le sport automobile, c'est vraiment un sport différent plutôt que par exemple le basket. Qu'est-ce qui t'a. Je sais pas si ma question elle est bonne, mais. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Je pense que là où je en suis rendu compte, c'est la première course de 24 heures que j'ai fait en kart. C'était les 24 heures du Mans sur le Prost B. Ok, Et en fait, à la fin de la course, j'ai pris ce recul. Je me suis dit, on va dire ce qu'est-ce pas pour être méchant, ce que je veux dire, mais le karting 4 temps, c'est du karting 4 temps, d'accord? Et voilà, c'est un truc entre guillemets, d'entrée de gamme. C'est pas là-dedans que tu vas trouver des pilotes de fous furieux. Encore que des fois, ça se discute, mais ça, c'est un autre sujet. mhm, Et quand j'ai vu l'organisation autour de la course, on avait tout comme une vraie course, hein. Il y avait une cérémonie, il y avait un déparlement et tout, etc. Et je me dis, ils mettent autant d'efforts dans quelque chose qui finalement vaudrait pas forcément le coup. ouais, Parce que des matchs de basket à bas niveau, j'en ai fait aussi, hein. C'est limite si le concierge il vient t'ouvrir la salle 10 minutes avant le début du match, tu vois. Là, c'était vraiment très carré et tout, avec une direction de course, machin, etc. Je me dis, ouais, c'est quand même très différent dans la mentalité, dans le sens où les gens, peu importe l'importance de la voiture, le prix du véhicule et tout, etc., s'ils décident de s'y mettre à fond, c'est propre, en fait. Tu dis, putain, ouais, là, t'as vraiment l'impression d'y être. Limite, tu rajoutais une caméra sur le côté, et puis ça y est, t'étais un Lewis Hamilton, quoi. ouais, t'as vu le Ah, professionnalisme directement, c'est quoi. ça, c'est Ouais, ça. Après, tu as les deux côtés hein, dans le sport auto, il y a de tout. Mais c'est là où je me suis rendu compte que c'était un sport différent, c'est que même à très bas niveau comme ça, les gens essayent de faire quelque chose de propre et de sérieux. ouais, Et franchement, ça fait plaisir, quoi. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ouais, c'est vrai que c'est un sport où très très vite on professionnalise un peu tout, parce que Mm. c'est vrai que c'est une image qui est très, voilà, de sport, de sport très inaccessible. Ouais. Comment toi t'as réussi à te faire une place?
là déjà dedans, même si c'est pas, voilà, même si t'es pas pilote de Formule 1, on s'en fout. Mais le fait de te faire une place, comment est-ce que tu as pu, voilà, t'ouvrir toi-même tes portes dans le sport automobile? Alors, à chaque fois que je raconte cette histoire, on m'en croit pas, mais c'est 100% vérité, hein. Tout ça a commencé avec un message sur Facebook, Trop bien. sans mentir. Tout simplement, j'ai posté ça sur un groupe, ça devait être un SLGPF1, quelque chose comme ça. Je dis, ouais, Ok. comment on fait pour devenir pilote? Alors, t'avais les réponses classiques, hein, t'es trop pauvre, t'es trop vieux, t'es machin et tout, etc. Et il y a un mec qui m'a répondu, qui s'appelle Arthur Fouché, je sais pas si tu regardes la vidéo. Petit coucou Arthur. Et on a beaucoup discuté et tout, parce que moi, à la base, à la toute base, je voulais pas devenir pilote, je voulais bosser dans le sport auto. Parce qu'à la base, j'étais en école d'ingé, et bah, j'avais commencé à regarder la Formule 1, et je me disais, bah, j'irais bien bosser pour une écurie de Formule 1. Et puis, il y avait Mercedes, qui a toujours d'ailleurs hein, son programme d'apprentissage à Brixworth. Donc, c'est une des entités qui s'occupe des Power Units. Ok. Et j'étais à deux doigts de tout claquer mon école d'ingé et d'y aller, sauf que c'était pas forcément très intelligent parce que je repartais sans diplôme. C'était pas sûr qu'ils m'acceptent. Il fallait déménager en Angleterre. Bref, on a discuté de tout ça et tout. Et puis à la fin de la conversation, je me disais, mais en fait, moi j'ai un peu d'ego, puis j'ai envie d'être la star. Donc en fait, j'avais envie de rouler, puis c'est parti de là, tout simplement. Et après, j'ai rencontré d'autres gens sur Facebook, Tristan, dont je parle souvent sur mes réseaux, qui gère le Faucheur Racing Team. Et c'est parti de là parce qu'en fait, j'ai jamais eu ce côté, comment dire, sacral du sport auto, que d'ailleurs, je n'aime pas. C'est que les gens qui sont dans le sport auto ne sont pas des saints, ni des dieux. C'est des êtres humains comme tout le monde. Vous pouvez aller leur parler, poser des questions. Même si vous passez pour un teubé, c'est pas grave. Et en fait, ma place, je me la suis faite comme ça. Voilà, il y a des gens qui m'ont pris pour un con au début. Bon, bah, je fais mon bout de chemin et ça marche, quoi. Donc c'est pas faut pas voir ça comme l'église au milieu au milieu du village pardon qui est sacrée, faut pas y toucher tout etc. Si les gens ont vraiment envie d'y aller, allez-y hein, posez des questions, appelez, envoyez des mails. Au pire ils vous disent non, c'est pas grave. T'auras perdu quoi? Allez, 5 minutes de ton temps à écrire un message? C'est ça, moi j'ai franchement j'y suis allé de. Alors je me rendais pas compte de la connerie que je posais à l'époque. Je dis ouais, je voudrais devenir pilote de Formule 1 d'ici 2 ans, comme on fait. C'était littéralement ça mon message, tu vois. Mais c'est pas grave. Voilà, t'apprends, on t'explique que t'as 10 ans de retard et quelques dizaines de millions d'euros en retard aussi, donc c'est mort. Mais voilà, tout ça, faut pas avoir peur de poser des questions, c'est des gens comme les autres en fait. Je pense que les gens manquent d'audace, peut-être. Je pense, il y a un peu des deux parce que on a aussi vraiment ce côté sacré qui porte défaut du coup parce que finalement le sport automobile à cause de ça se renouvelle très peu. Et on le voit à tous les niveaux, hein, que ce soit en Formule 1, que ce soit en GT World Challenge, à tous les niveaux. La longévité des athlètes est anormalement longue comparée à d'autres sports parce qu'en fait, il y a personne qui rentre. Ouais. Parce qu'on a ce côté où il y a le sport auto et il y a les autres. Si tu fais pas partie du sport auto, tu parles pas aux gens du sport auto. Alors que c'est pas vrai. Ouais, c'est une image qui est faussée. C'est une C'est image qui ça. est faussée. Moi, j'ai des chèques, j'ai des pilotes, j'en ai eu dans mes DM, j'ai discuté avec eux. Mais c'est les mecs qui, dès qu'ils ont un peu de temps, répondent sur Insta. Il n'y a aucun Oui, souci. c'est des gens normaux. J'ai déjà. Discussion, c'est un grand mot, mais j'ai déjà pu échanger deux, trois fois avec Jules Goumont en réagissant à une story. C'est un mec comme un autre. Oui, il a un emploi du temps de malade. Oui, il a pas le temps. Il répond quand même. Voilà. Alors des fois, c'est juste des smileys où il te répond à un court message, mais il répond quand même. Enfin, c'est des êtres humains comme toi, comme moi, comme n'importe qui. Donc il faut y aller. Il faut y aller. Bien sûr, bien sûr. T'en as rencontré vraiment, toi, sans citer de nom, on s'en fout, mais des pilotes, on va dire, particuliers. Et non, non, pas spécialement. Il y a eu. Alors, je n'ai jamais eu de pilote en face à face, sauf une. Alors c'est marrant parce que c'est une en plus. Ok? Parce que je m'étais tapé l'incruste dans un track day Lamborghini à Dijon. Disclaimer, je n'ai pas de Lamborghini, je n'avais rien à foutre là, je suis rentré quand même. Trop cool. Bah, déjà, Parce sympa que pour l'expérience, tu vois. on connaît déjà, on rentre. Mais voilà, après, je lui ai pas parlé directement. Si je lui ai demandé une fois si je pouvais ouvrir la porte de la voiture pour récupérer une caméra. Enfin bref, voilà. Et mais non, c'est voilà, c'est des gens comme des autres qui ont un travail pas commun. Mhm. Mais voilà, la plupart du temps, ils sont là pour bosser. Oui, des fois, il y en a, ils vont être un peu relous, repoussants, parce que là, ils bossent, hein. C'est comme si, je sais pas, tu bosses dans un bureau et moi, je débarque à ton bureau à 10h30 du mat, t'as une réunion qui t'attend, ton chef qui te casse les couilles et que je te dis, tu veux un autographe. Grande chance que tu m'envoies chier. Voilà, faut le voir comme ça. Mais t'as raison, non, c'est une très bonne, mais c'est une très bonne analyse. C'est une très bonne analyse.
toi, à partir du moment où tu t'es lancé, euh, quelle approche, alors petite question voilà qui diffère un petit peu de ce qu'on disait, mais quelle approche avec quelle approche est-ce que tu t'es lancé en fait toi, à la base? Ça a changé plusieurs fois. euh, Parce qu'avec le temps, j'ai aussi compris le milieu du sport auto. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de gens qui veulent se lancer dedans, c'est que c'est une industrie particulière. Il faut la comprendre pour pouvoir simplement s'y aventurer. Mais à la base, moi, je m'étais dit, je veux devenir pro. Je vais être Ouais. payé pour faire ça. Sauf qu'une fois que justement que tu étudies un petit peu le milieu et que tu comprends le marché, c'est pas que c'est pas possible, mais ça repose beaucoup trop sur l'opportunité et la chance, en tout cas à mon niveau. Donc après, j'ai fait évoluer mon truc et puis aujourd'hui, j'aborde le sport auto dans le sens où mon but, c'est de faire un certain nombre de week-ends de course par an. Voilà. Mhm. Ok. Pro, pas pro, payé, pas payé, connu, pas connu, premier, dernier, je m'en fous. Sur le long terme, je me suis mis une liste de courses que j'aimerais faire dans ma vie. Et voilà, le but, c'est sur 52 semaines dans l'année, si je peux avoir 15 week-ends de course, c'est bien. Ah, c'est déjà énorme. C'est déjà Voilà. énorme. Mais peut-être qu'avant, j'avais cette approche-là, mais je suis plus dans le sport auto dans le sens où je vais devenir le meilleur pilote du monde, je vais devenir le plus connu et tout, etc. Moi, je vais surtout faire mon trou, partager ça avec les gens pour leur montrer que un lambda, parce que pour l'instant, peu importe tout ce que j'ai fait, je reste un lambda à mes yeux, peut le faire si tant est qu'il se donne les moyens. Et puis voilà, tout simplement. Maintenant, une question, je pense que beaucoup de monde attendent. Comment tu finances ça? Je travaille. Je travaille. Alors, Je ça crois qu'il n'y a pas aussi, de c'est. miracle, hein. Alors, il y a déjà de un, il n'y a pas de miracle. Et là-dessus aussi, j'ai eu plusieurs sons de cloche. Et d'ailleurs, c'est très drôle. Je sais pas si tu vois qui c'est Guillaume Masse. Oui, bien sûr. En fait, ça me fait mourir de rire parce que l'évolution de Guillaume Masse, j'ai l'impression de me voir moi, mais 4 ans en arrière, en fait. C'est extrêmement drôle parce que tout ce qu'il est en train de vivre, je l'ai vécu. Et donc, moi aussi, à la base, je voulais être indépendant, monter mon entreprise, etc., gagner beaucoup d'argent. Euh, mais ça dépend des gens et des personnes. Moi, je suis pas un acharné de travail. Moi, je veux surtout faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et bah, tu te rends vite compte que quand tu dois monter une boîte, la gérer et faire en sorte que ça marche. Parce que être patron d'une boîte, c'est bien. Si tu veux gagner de l'argent, il faut que ça marche. Et à partir du moment où il faut que ça marche, on est dans un autre game. Tu vois, faire un peu de freelance, je sais pas, être graphiste sur le côté, choper des 3 000 ou des 4 000 balles par mois et que tu te fais encore taxer par l'URSSAF d'un côté, c'est quelque chose. Mais quand tu veux vraiment construire un truc solide sur le long terme, avec des bases solides qui rapportent vraiment beaucoup d'argent, là, on passe sur une autre dimension et tu te rends vite compte qu'en fait, le sport auto, tu vas le commencer à 50 ans. C'est pas ce Mhm. que j'ai envie. Bien sûr. Je préfère le vivre à plus petite échelle maintenant, aussi longtemps que je pourrais, plutôt que me dire je vais coffrer comme un ouf jusqu'à mes 45 ans et puis je commencerai à faire du sport auto à 45 ans. Moi, c'est pas mon plan. Je dis pas que mon plan est meilleur. Je comprends le point de vue et en vrai, sur certains aspects, ça se comprend. Mais voilà. Donc, j'ai choisi le salariat, tout simplement. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur une boîte où j'ai énormément de temps libre et où je gagne relativement bien ma vie, on va dire. Donc c'est comme ça que je finance. Après, j'ai eu deux, trois partenaires, mais rien de sur le long terme, parce que, bah, comme dit, pour l'instant, je ne suis qu'un simple être humain. Donc, c'est un peu plus compliqué de choper des sponsors, mais voilà. Mais un simple être humain qui se démerde. Voilà, il faut faire son trou. Et puis, il faut pas toujours regarder tout en haut de la pyramide. Il y a des gens qui vivent de très belles carrières en étant simplement au TTE. Voilà. Moi, il y a des gens en 208, je les envie. Ça fait 10 ans qu'ils roulent tous les week-ends. C'est incroyable. Si je pouvais avoir ça. Et pourtant, c'est qu'une 208, mais si je pouvais avoir ça, je serais déjà extrêmement heureux. Mais tu pilotes quand même. Exactement. Tu C'est pilotes quand même. oui, t'es pas à la télé, oui, t'as pas la douche de champagne à la fin, mais au fond, on s'en fout en fait. On est là pour le sport, on est là pour se battre avec les copains, ou pas les copains, mais c'est pas grave, on est là pour faire la bagarre, et puis ben, le lundi, on retourne bosser, et puis c'est cool, quoi. Toi, c'est vraiment comme ça que tu vois le sport automobile. Mais c'est intéressant parce qu'il y en a, c'est comme tu disais, c'était la gagne, la gagne, la gagne. Ils font ça voilà, pour leur passion, mais tout simplement parce que c'est leur métier, parce qu'ils veulent faire ça leur métier. Mhm. Toi, tu viens avec une approche déjà qui est vachement plus, ouais, je dirais pas détendue, mais plus détachée.
J'essaye d'avoir une approche qui est cohérente avec ma situation, en fait. Bien sûr que j'ai envie de gagner. Bien sûr que j'ai envie d'avoir des podiums. Bien sûr que j'ai envie d'avoir des trips. Moi, la compétition, j'adore ça. Me battre avec des gens, j'adore ça, mais que ce soit dans le sport auto ou partout, hein. C'est peut-être un trait un peu toxique, mais voilà, j'aime bien me dire, même parce que je fais un petit peu de course à pied, j'aime bien me dire, ah putain, lui, je vais plus vite que lui. Ouais, putain, le 10 km, tu vois. J'aime bien, j'aime bien. Mais à un moment, il faut être terre à terre et faut prendre conscience de sa situation. J'ai déjà pas les moyens de faire une saison entière. Je peux pas avoir la prétention de venir et de dire, j'ai gagné le championnat. Je peux même pas le faire déjà. Mhm. Déjà, faut arriver à une situation où tu peux faire toutes les manches de ton championnat. Après, tu penses à le gagner. Donc là, tu parles Et du donc, TTE? que ce soit le TTE ou autre chose, c'est Ouais, peut-être pas le TTE que je vais faire l'année prochaine, mais bah, j'en parle dans ma vidéo qui sort bientôt sur le week-end là. T'arrives en fin de saison, tu fais qu'une seule course, tu connais pas la voiture, il n'y a pas de miracle. Y a pas de miracle. bien sûr. Tu vois, même en enlevant le côté sportif, l'argent pour la course d'après, tu l'as pas. Ça s'arrête là. Ça sert à rien de venir dire je suis champion du monde et tout, etc. Tu seras même pas là à la prochaine course. Donc voilà, faut y aller petit à petit. Déjà, on se concentre à essayer de faire des saisons en entier. Et peut-être que là, je me lâcherai un petit peu plus sur le côté compétitif. Mais pour l'instant, ça n'arrive à rien. C'est pas la peine. Parce qu'une course en TTE, tu prends le TTE par exemple, bah là, là par rapport à la 208 Cup, une saison en TTE, déjà une course, tu vois, pour savoir, il y a des gens forcément, peut-être qu'ils veulent commencer par ça. J'ai eu pas mal de DM en plus, c'est assez intéressant. Par Ouais. rapport au TTE à la 208, combien ça coûterait en tout et pour tout sur un week-end? En gros, alors moi, je vais te donner le coût total parce que ce qu'on oublie souvent, ce que les gens n'ont pas conscience, c'est que payer la course, c'est bien. Il faut y aller, il faut manger, il faut dormir. Pour la course en 208 en TTE, en tout, j'ai sorti 2005. Ok, Donc, engagement de la voiture, j'ai dormi, j'ai mangé tous les jours. Mais j'étais en demi-volant. Donc, il y ok, avait une autre ouais, personne avec moi sur la voiture. Donc, 2000, je pense que c'est à peu près ce que je vais sortir à chaque fois, si tant est que je faisais toutes les manches du TTE. Ça te fait une saison à entre 15 et 20 000. ouais. Voilà. Et c'est que de la 208 entre guillemets. Donc, ça chiffre très vite. Parce que comme dit, ce que les gens oublient, c'est que payer la course, c'est bien. Euh, Moi, j'essaye quand même d'être un minimum sérieux, même si j'ai une approche détente. Donc, j'y vais pas pour dormir à l'arrache quelque part pour économiser, ni pour manger que des pâtes pour, voilà, j'ai envie de bien manger, bien dormir, et tout, etc. J'ai envie de bien voyager aussi. Parce que mine de rien, là, j'étais à Nogaro, moi j'habite à Strasbourg, hein, ça fait à peu près 11 heures de voyage. Ouais, Si c'est c'est du pour chemin. arriver complètement fracassé le vendredi matin parce que j'étais. Voilà. Donc il faut prendre en compte tout ça. Et voilà, c'est déjà un petit billet quand même. C'est déjà un petit billet. Pour faire toute la saison, c'est déjà un petit billet. Mais tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui aussi n'ont pas conscience de combien est-ce que réellement ça coûte. Est-ce qu'à ton sens, pour toi, le sport auto fait partie des sports les plus chers au monde? Et je pense qu'on C'est a déjà c'est la le plus réponse. cher. Ouais. Et on m'a déjà sorti le bateau, le je sais pas quoi. C'est le plus cher pour la simple et bonne raison que il y a peut-être des sports qui en matériel coûtent plus cher. Par contre, il faut pas autant d'événements que nous. Ils Mhm. se déplacent pas autant que nous. Il Ouais. n'y a pas autant de logistique. Genre, tu prends un Vendée Globe, par exemple, peut-être que le bateau, il coûte beaucoup plus cher que la voiture. Le Vendée Globe, c'est une fois. Ouais. Après, c'est fini. Des championnats en sport auto, tout niveau, ça bouge dans toute la France. Des fois, ça bouge en dehors de la France. Tu prends un championnat comme l'América Cup, qui n'est pas un championnat beaucoup plus avancé que la 208, même si les voitures, c'est encore un autre délire. Ils vont jusqu'à Portimao. Je sais pas si tu as la carte de l'Europe en tête. Portimao, c'est tout en bas du Portugal. Ah ouais, c'est. C'est vraiment tout en bas Ouais, du ouais. Portugal. Ça veut dire que tu déplaces toutes les caisses jusque là-bas. Ouais. La course, elle dure 24 heures. Ça veut dire que tu loues le circuit pendant 4 jours, voire presque même 5, je crois, parce qu'il y a les séances de 7 ou etc. Ouais. Donc, tout frais cumulé, le sport auto, c'est le sport le plus cher. Parce qu'il y a énormément de logistique, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'événements. Là où d'autres sports qui peut-être coûtent plus cher à l'unité ne font pas autant. Clairement pas autant. Et ça, c'est pour tout format. Tu penses qu'un week-end de course, pour toi, ça coûte cher parce qu'il y a un format endurance, parce qu'il y a un format sprint? Ça, c'est aussi une question assez intéressante. C'est est-ce que, en termes de budget, ça diffère en termes de temps de roulage? Comment ça se passe un petit peu? Bah, la grosse différence, à part pour les grosses ambiances, au final, que tu fasses du sprint
ou de la petite, je vais appeler ça de la petite endurance, parce Mhm. qu'au-delà de 4 heures, ça se discute. Tu roules quasiment le même temps, parce que l'endurance, déjà, tu la fais jamais tout seul. Et généralement, tu es 3 voire 4. Donc en fait, en temps de roulage, ça se vaut au final. Et bah, tu dois quand même déplacer toutes les caisses pareil, tu dois quand même t'en occuper pareil, que ce soit du sprint ou de l'endurance. Dans le paddock du TTE, le soir, tout le monde bosse sur sa caisse, hein. Qu'elle ait fait une course de 20 minutes ou une course de 4 heures, c'est partout pareil. Donc au final, ça se vaut. Après, plus tu montes en temps de roulage sur la course d'endurance, plus ça commence à se séparer. En tout cas, à bas niveau, à haut niveau, c'est encore différent. Mais que tu roules en sprint ou en endurance, généralement, en termes de budget, tu t'y retrouves, c'est à peu près pareil. Ouais. À peu près Ok. pareil. Là, la somme que j'ai payée pour le sprint, si j'avais fait l'endurance, à 100 euros près, c'était la même. Ah ouais, carrément. Ok. Quasiment, ouais. D'accord, Quasiment. ouais. Toi, le Pour, format. pour un tout petit peu plus de temps de roulage. Ok, ouais, tu vois, donc. Donc, t'aurais eu quoi? Peut-être 1 heure de plus? Un peu moins? Quelque chose comme ça, quelque Ok, chose ouais. comme ça. Voilà. Donc, Et 100 € qui diffèrent, c'est pas énorme en une réalité. centaine, bah, parce que c'est quasiment la même chose. Et puis sur la 208, on aurait été 3 ou 4. Ok, Tu vois, là, on n'était que deux sur la 208, mais chacun a sa course sur un total de 4 courses. Donc chacun a 2 courses, pardon. Sur la course d'endurance de 4 heures, on aurait été 3 ou 4 et on aurait eu voilà, entre 45 et 50 minutes par pilote. ok, ouais. Sachant que tu as un tout petit peu moins d'essais en endurance, justement parce que tu partages les séances d'essais. Mhm. Donc voilà, ça revient à peu près au même. Ça Ok, revient à ouais. peu près au même. Ok. Ouais, ce qui diffère pas des masses. C'est intéressant de savoir aussi, de savoir comment est-ce que ça diffère entre la sprint, l'endurance. Toi, ton format de prédilection, qu'est-ce que tu aimes dans le sport auto? T'es En fait, plus sprint, plus en fait, endurance? j'ai un gros dilemme que j'ai remarqué en faisant du sim racing. C'est que moi, j'aime bien courir pour la gloire. La gloire, c'est le sprint. C'est celui qui a terminé Ouais. tout le monde sur 30 minutes, c'est le sprint. Je suis extrêmement mauvais en sprint et c'est une dinguerie. Euh, Parce que je mets beaucoup de temps à démarrer. Je Ok. mets beaucoup de temps à démarrer, j'ai du mal à me mettre dedans et tout, etc. T'es un peu Donc un j'ai diesel là-dessus, toi. un diesel à moins 10 degrés, hein. Ok. Vraiment, c'est une dinguerie, hein. Une dinguerie. Ok, ouais. Et j'ai toujours été meilleur en endurance. C'est d'ailleurs ça qui m'a valu le surnom de Ben Keating parmi mes potes Ok. du sim racing. Parce qu'ils savent qu'en fait, s'ils ont besoin d'un mec qui est pas un extraterrestre, mais qui va pouvoir aligner le même temps autour pendant 4 heures, ils m'appellent. Ah, c'est dingue. Voilà. Ok, Et ouais. généralement, c'est ça. Ce qui fait que du coup, je suis un très mauvais sprinter. Parce que pour sortir le maximum de ce que je sais faire, il me faut du temps. Mais t'es un métronome, par contre, quand t'es dans le tour, quoi. Une fois que je suis dedans, ça Ouais. se passe bien. Ok, ouais. Ah, c'est intéressant, mais tu vois, je trouve ça cool de partager ce genre de choses. Savoir que les pilotes, tout simplement, c'est pas, il y en a qui ont des zones de génie différentes, quoi. Chacun a ses affinités, c'est comme l'exercice de la qualification. Ouais. La qualification en sport automobile, c'est vraiment une discipline presque à part en fait. Parce que ce que les gens se rendent pas compte, c'est que généralement, tu as 1 ou 2 tours pour sortir 100, si c'est pas 110% de ce que tu sais faire. Ce qui est très dur, mais que ce soit en sport automobile ou dans tous les autres sports. Je reprends l'exemple du basket. Quand il reste 2 minutes, il y a 4 points d'écart entre les deux équipes et qu'on te dit là maintenant là faut que tu portes la fin du match. Soit ça passe, soit ça casse. Il y a des gens qui sont capables, tout de suite ils vont être dedans et puis le mec il va te mettre 15 points en 1 minute et il y en a d'autres ils y arrivent pas. Et là c'est pareil. Le coup de la qualif c'est pareil, c'est que tu as des gens ils ont ce truc de sortir tout ce qu'ils savent faire en un coup que d'autres n'ont pas forcément. La qualif, c'est quelque chose que t'aimes, toi? Pas du tout. Ok. Pas du tout, parce que justement, je suis pas capable, moi, de mobiliser tout ce que je sais faire en si peu de temps. Ouais. Après, c'est un passage obligatoire, hein. J'ai beau ne pas aimer la qualif, j'ai quand même appris à essayer d'en faire au fur et à mesure des années. Mais c'est pas forcément quelque chose que j'aime, effectivement. Ok, ouais. Ok. En sim racing et en racing. Ouais, ouais, Ok, ouais. exact, ouais. Ouais. Exact. Parlons du sim racing un petit peu. Avec Parce que plaisir. là, on parle racing, mais c'est bien, hein. C'est cool. Sim racing, comment ça t'est. Parce que je pense que tu as commencé par le racing, enfin par le sim racing avant d'aller sur du réel. Ouais. À partir de quel moment dans ta vie tu as commencé vraiment à kiffer le sim racing et tu t'es dit, vas-y, je vais tenter, je me fais un petit setup, un truc sympa. Alors, le sim racing a toujours été pour moi un outil. Parce qu'en fait, j'ai commencé à rentrer dans le sport auto et à faire du sim racing à peu près en même temps. Mhm. Dans le sens où j'avais compris que le sim racing pourrait peut-être m'aider
à commencer à apprendre à piloter. Donc ça a toujours été un outil. Et puis après, j'ai rejoint une team, puis une autre, puis j'ai fait des gros championnats, puis j'ai préparé des grosses courses. Et puis c'est là où j'ai commencé à kiffer, parce qu'au final, à quelques détails près, tu fais la même chose que les vrais pilotes. Les enjeux sont pas les mêmes, les récompenses sont pas les mêmes. Bien sûr. Et quand tu commences à t'y mettre sérieusement et que tu commences à aller dans le haut niveau, entre guillemets, même si j'ai pas cette prétention-là, je l'ai touché de loin, mais j'ai jamais pu y aller. En vrai, c'est comme si tu étais sur des vraies courses. Ouais. Ok, il n'y a pas les sensations. Ok, parce que la voiture, elle est virtuelle, tu peux bouffer des vibreurs que tu peux pas faire en vrai. L'ambiance, c'est la même. Ça partage des setups, ça espionne les autres, ça regarde les inputs des autres. Comment... C'est tout pareil, c'est vraiment tout pareil. Toi, le sim racing, ça t'a servi d'appui. Tu disais que tu disais que t'as préparé des gros championnats, des grosses courses. Hmm. Est-ce que tu as des exemples? Alors sur Air Factor 2, j'ai fait en tout 3 saisons du VEC, qui était le plus gros championnat d'endurance, hein, enfin qui l'est toujours d'ailleurs. Alors la première saison, j'ai fait qu'une seule course, pardon, c'était les 24 heures du Mans en Division 2, Ok, ce qui était déjà en Division 3, pardon, ce qui est déjà assez balèze. Et j'ai fait la saison complète en Division 2 l'année d'après. d'accord, Euh, T'as un niveau quand même assez balèze. Et c'était quand même il y a un certain bout de temps. Donc il y a pas mal de pilotes e-sport de haut niveau contre qui j'ai couru. Mon spoiler me se fait détruire. Mais bon, c'est toujours sympa de se dire ça. bien sûr, Et la troisième année, pareil, j'ai fait que les 24 heures du Mans, il me semble. Donc du VEC, qui est quand même un très très gros championnat avec beaucoup de niveaux. C'est un championnat qui est pas mal plébiscité par les pilotes e-sport d'ACC notamment, qui viennent s'occuper hein, quand il n'y a pas de compétition sur ACC. Il y a ouais, eu deux, trois mecs des F1 e-sport aussi. Donc c'est quand même un truc assez balèze, mais c'est pas une compétition officielle. d'accord, ok, ouais. Comment tu... Mais ça, c'est aussi super pertinent ce que tu dis, c'est une course de 24 heures en simulation. Putain, comment ça se passe? C'est la merde. Parce qu'on a de loin pas le staff que les vrais pilotes ont. Je me souviens de la première année où j'ai fait les 24 heures du mois dans le VEC. On était trois, les trois pilotes, c'est tout. Donc j'ai très peu dormi. Tu peux pas abandonner les autres mecs pour aller dormir, c'est pas possible. Bien sûr, Donc tu fais un petit peu tout, tu fais pilote, tu fais spotter, tu fais calculateur de fuel. Sauf que comme on fait tout un petit peu à l'arrache, bah voilà, on fait avec, hein. Mais c'est très enrichissant comme expérience, mais c'est très dur parce que en fonction du nombre de personnes que t'es, ça peut vite devenir compliqué. bien sûr. Quand tu fais des courses à 4, ça va un peu mieux. Et quand t'as un spotter, alors là c'est bénef parce que généralement c'est le spotter qui dort pas et nous on va tous dormir. Donc voilà. Ah, le Mais spotter et carbure au Red Bull, je pense, hein. je peux te dire qu'il y en a, ils carburaient à des trucs, je voulais pas savoir ce qu'il y avait dans la tasse, hein, mais non, c'est des trucs vraiment cool, des 24 heures en sim racing. J'en ai fait presque 10 je crois, en tout, hein. On Ah, doit quand être pas même, loin de ok, la ouais. dizaine, ouais, ouais. Et franchement, ouais, c'est sympa, c'est sympa. Quelle a été ta meilleure expérience, toi, en sim racing? C'était les 24 heures de la Nordschleife chez P1 Gaming, qui est une Ok, ligue allemande sur la Factor 2. J'étais en Porsche Cup et on jouait le podium. Face à enfin, les deux premiers, c'était clairement des mecs qu'on pouvait pas aller chercher. Pour citer un nom, il y avait Simsai Sport, qui commence à être un petit peu connu en dehors d'Air Factor 2. ok, ouais. Euh, et, et on avait encore une autre grosse équipe derrière nous, dont je me souviens plus le nom. Et en fait, mon dernier relais était de 4h30, parce que tout le monde Quand était même. fatigué, et c'était l'enfer. C'était l'enfer, mais c'était incroyable. Ah, ça a dû C'était être ouf, ça. incroyable. 4h30 sur la Nordschleife, ça a dû être ouf, ça. C'était très très dur, je t'avoue. Surtout que la Porsche Cup, c'est une voiture, comment dire, un petit peu capricieuse. Surtout sur la Nordschleife où limite tour par tour, tu ne conduis pas la même voiture à cause de la dégradation du pneu. Le fait que bah, tu as perdu 12 litres de carburant, donc le poids, la répartition du poids n'est plus du tout la même. C'est assez capricieux, il faut être très concentré. T'as pas le droit de te tromper en fait, parce que sinon tu peux limite abandonner la course, hein. Il restait 3 heures. Mhm. Si je cassais quoi que ce soit sur la voiture, c'était fini.
Donc, j'ai fait ouais, mon dernier relais de 4 heures, 4 heures et demie. Et après, j'ai bien dormi. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais c'est intéressant la Porsche parce que c'est une voiture. J'ai remarqué qu'il y a énormément de gens, c'est soit t'aimes pas. C'est une philosophie de conduite très particulière. Moi, je suis beaucoup plus moteur avant. Ouais, ok. Parce que, alors c'est bizarre ce que je vais dire, mais moi j'aime bien le sous-virage. C'est quelque chose que je maîtrise, entre guillemets. Donc les gros bateaux qui ne tournent pas, c'est mon dada. Ouais, Donc tout ce qui va être Aston Martin, Mercedes, BM, même si, bon, la BM c'est encore un petit peu plus compliqué. Voilà, moi c'est des trucs que j'aime bien. Tout ce qui est moteur central, c'est moins mon kiff parce que en fonction du châssis, soit c'est plus ou moins bien posé, soit typiquement comme la Porsche, tu passes ton temps à éviter que le train arrière te passe devant. Ce qui fait que ça en fait une voiture naturellement rapide, hein, puisque pour prendre les virages, c'est très simple. Mais voilà, faut savoir maîtriser. Moi, j'aime pas trop. Mais après, c'est chacun les goûts, les couleurs. toi t'aimes bien quand ça chasse de l'avant, toi. J'aime bien quand ça tombe pas, ouais. Ouais. Bizarrement, quand ça tombe pas, j'aime bien. Quand J'aime ça bien. va tout droit, c'est lourd. Non, mais en fait, une fois que tu as le coup de main et que tu sais placer l'avant d'un moteur avant, en tout cas de mon expérience en sim racing, hein, je sais pas si ce sera vrai dans la réalité, une fois que tu arrives à placer cet avant-là, en fait, l'arrière suit. Et Ouais, t'as pas besoin de te poser la question s'il va partir ou pas. C'est qu'à partir du moment où tu as placé ton truc, l'arrière va venir. Peut-être que ça va un peu glisser, mais tu pas ce coup de raquette bizarre que tu peux avoir comme avec une Porsche, par exemple, ouais, où si t'as pas gardé assez d'accélérateur dans le virage pour poser l'arrière, ou si t'as un petit peu fait de la merde avec ton pédalier, la voiture, elle te pardonne pas. Là, bah, sur ACC, avant que je démonte le simulateur, là, avec la Mercedes, je savais qu'en plaçant l'avant, c'était fini. Voilà. Ça, ok, ouais. j'allais passer mon virage. Ouais. Voilà. Peut-être que je l'avais mal placé, que j'allais sortir plus loin et moins vite, mais je me posais pas la question de savoir ce que le train arrière allait faire. Moi, j'ai juste à me concentrer sur devant et puis le reste, ça se passe quoi. Et ça passait tout seul, quoi. Ok, ouais. Exactement. Toi, c'est à partir de quel moment tu t'es dit, et à partir de quelle expérience tu t'es dit, waouh, ok, ouais, le simulateur, il m'a vraiment aidé en partie sur une expérience particulière, tu vois. Bah, c'était la première fois où j'ai fait de la fun boost. Ok. Parce que la première fois que tu montes dans une voiture de course, comparé à un simulateur, c'est que tu reçois beaucoup de signaux que tu n'as pas chez toi. Mhm. Que ce soit le bruit du moteur, les vibrations dans le siège, les grincements que tu peux avoir quand tu appuies sur les pédales, et tout, etc. Et c'est plein de choses qu'il faut traiter avec ton cerveau, hein, tout Bien simplement. sûr. Et ça me faisait un peu peur à la veille de la course. Je me dis, imagine, je bégaye, je sais pas quoi faire et tout, etc. Et au fait, au moment où je suis monté dedans et j'ai fait mon premier tour, bah, en fait, j'étais bien parce que j'avais pris un petit peu des habitudes sur le simu. Donc en fait, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais faire comme sur le simu. Puis ça s'est bien passé. Ça veut pas forcément dire que c'est ça qu'il faut faire. Mais ça, on peut en reparler après si tu veux. Mais ça m'a aidé à avoir des repères en fait. Ça m'a aidé à avoir des repères, ça m'a aidé à me raccrocher à des trucs pour pas être submergé par tout ce qui se passe Ouais, et pouvoir apprendre sereinement en fait. bien sûr, évidemment. Là, c'est donc première course que tu as vraiment expérimenté, toi, c'est en Fun Boost. C'était ça, ouais. Ça, c'est une voiture que tu as kiffé. C'est incroyable, c'est C'est incroyable. C'est génial. un putain de bloc Yamaha qui fait un bruit de Corvette. Ouais, T'es là c'est avec. une dinguerie, hein. Ah ouais, c'est franchement, quand on te dit c'est un moteur de moto, je me dis, mais t'es sûr, moteur de moto, le truc là? Mais le machin, il a pas de vitre, il y a du tube de partout, tu rentres dans le truc, tu te dis c'est un cercueil limite, puis c'est Ouais. terrible. Franchement, c'est terrible. Bah, nous, on fait rouler nos gars là-dessus. C'est génial. Il y en a pas un qui est sorti de la bagnole qui nous a dit, ouais, non, ils ont tous kiffé. Non, pour une première expérience, c'est génial. Franchement, c'est génial, c'est pas trop cher. Non, franchement, la Funboost, c'est terrible. C'est Ouais, terrible. c'est un super apprentissage. Bah, j'y suis retourné plusieurs fois, hein, même après avoir fait de la Formule 4 et tout, j'y suis retourné parce que bah, après, une fois que tu maîtrises la voiture, t'es avec les copains, c'est bonne ambiance et tout. On tryhard un petit peu parce qu'on aime bien, Normal. mais voilà, non, non, c'est franchement pour démarrer, c'est vraiment un bon truc. Ça, ce serait quelque chose que tu conseillerais à n'importe qui de tester, par exemple, une course d'endurance, etc. Ça, c'est quelque chose que tu pourrais conseiller, Ah, sans souci. clairement. Ok. Je les redirigerai même pas forcément vers autre chose parce que ce qu'on m'a souvent apporté en comparatif avec la Funboost, c'est la Fun Cup. Ouais. Sur les 24 heures notamment, parce que c'est là où tu peux avoir le plus de pilotes. Parce que sur les épreuves sprint, ça reste quand même encore un peu plus cher. Mais quand tu vois le nombre de personnes qu'il y a, quand tu vois qui il y a, euh,
Pour une première expérience, c'est un peu hardcore quand même. Ouais. Il y a eu certains départs de course où je pense qu'il y a des gens qui se sont fait très mal et très peur. Non, la Fun Boost, c'est beaucoup mieux. Il y a moins de gens sur la piste. C'est un petit peu plus bonne ambiance. Voilà, t'as moins de risques de te faire mal là où en Fun Cup, surtout sur les 24, enfin les 26 heures Fun Cup ou 25, je ne sais plus. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Euh, Mais je crois que c'est même 28, non? ils sont- Ils font des trucs comme ça. L'América Cup, c'est 26 heures à Ouais, mais partir. les gars, au bout de 24 heures, c'est fini en fait. Je sais pas pourquoi vous me faites chier. Des courses de 28 heures, 24, c'est bon, c'est terminé. Mais ouais, sur des événements comme ça, il y a trop de gens. En fait, tu peux pas apprendre Ouais. sereinement parce que à tout moment, tu peux te faire dépasser par trois voitures des deux côtés et c'est pas possible. T'as déjà fait Fun Cup? Non, j'ai pas fait encore. C'est pas faute que plusieurs personnes aient essayé de me vendre des courses en Fun Cup, mais j'ai pas encore fait. Ok, ok, ok. Parce que l'envie ou parce que pas le temps ou... Parce que il y a toujours eu quelque chose qui s'est présenté avant, autre, m- alors on vend toujours le prix bas de la Fun Cup. Je trouve pas que ce soit forcément vrai. D'accord. Même si effectivement, quand t'es assis sur ta voiture, ça revient à pas grand-chose. Est-ce que j'ai envie de partager ma voiture avec six personnes, avec la possibilité qu'à tout moment je ne roule plus parce que la voiture est cassée? Bon, moi, moyen. Ouais, Après, je dis pas que je le normal. ferai jamais, mais pour l'instant, c'est pas dans les priorités. Ouais, je comprends. Tu m'étonnes. Il y a une course, toi, que t'aimerais faire. T'en as assez parlé sur les réseaux, en vrai. Est-ce que tu peux nous partager laquelle? Et 24 heures du Nürburgring, ça c'est un circuit qui m'a toujours fait rêver parce que je trouve que dans le paysage du sport automobile, c'est un peu le défi ultime. C'est une boucle de 22 kilomètres. Il y a 200 caisses. Il peut pleuvoir, neiger, avoir du brouillard et faire grand soleil en l'espace de 2 heures. C'est un défi en fait. Ça en fait presque peur et c'est ça qui est complètement ouf. En plus, ce tracé est incroyable. T'as beau le connaître par cœur, tu le connais jamais vraiment. Chaque tour que tu fais, tout est différent. Le grip change, tout. Enfin, c'est un défi pas mal et je me dis en partant de si loin, en partant du basket, si j'arrive à faire cette course-là, ouais, je pourrais être content de mon parcours, tu vois. Donc, c'est clairement un truc que je vais faire. Je le ferai. Quand, j'en sais rien, mais je le ferai. Parce que pour moi, c'est un petit peu le milestone ultime du sport automobile, quoi. Ta vision, c'est quoi? C'est 24 heures d'une herbe? Au bout de combien de temps? Avec quelle voiture? Alors, je me suis donné 5 ans pour les faire. Ok, Par contre, la voiture, c'est peu importe la voiture. d'accord. Donc, il y a de grandes chances que ce soit ce qu'ils ont en catégorie traction, là, donc les Fiesta ou ce genre de trucs-là. Si ça peut être mieux, je ferai mieux. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'abord de la faire. Et une fois que je l'ai faite, c'est de la refaire et faire d'autres courses aussi. Daytona, c'est un truc qui me plairait de ouf. Mais là, ça implique encore d'autres facteurs autres même que le budget. Ça, c'est encore un petit peu plus compliqué. Et, euh, et puis le Japon aussi, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Le Japon, Donc, ça, c'est ouais. c'est quelque chose qui t'a fait kiffer? Les circuits japonais, Ok, ouais. c'est une dinguerie. Ouais. Pouvoir rouler là-bas, ce serait incroyable aussi. Mais voilà, le seul truc auquel je tiens vraiment, c'est les 24 heures de la Nord-Chef. Après, le reste, ce sera du bonus. Mais je sais que si j'arrive à les faire, ça va m'ouvrir des portes, forcément. Évidemment. Évidemment. Et déjà de l'avoir fait, c'est un exploit plus plus et une sorte de fierté personnelle que tu serais fixé, ce serait magnifique. Moi, je veux être ce papy relou de 80 ans qui radote à leurs enfants la même histoire depuis 10 ans, tu vois. Et ce sera cette histoire-là. Ah Et je bah, veux absolument pouvoir la raconter. Donc ouais, je le ferai. Je le ferai. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je le ferai, ça c'est sûr. même en catégorie inférieure comme ça, l'inscription pour parce que énormément de gens hein, sont intéressés par cette course-là. C'est vraiment un challenge plus qu'une expérience, je dirais, Mm. pour certaines personnes. En termes de budget, même au niveau ric-rac, même si tu veux le faire en plus haut niveau, combien ça coûte en fait de participer à cette course-là? Alors, ce que je vais te donner comme prix est pas forcément exact, donc on va le prendre pour une fourchette, mais de Allez, ce que je faisons ça. m'étais renseigné, à partir de 35-40 000, tu peux faire une course. Ok, Voilà. Ce sera ce qu'ils appelaient la 120, 128 e-Cup à une époque, mais je crois que ça s'est arrêté parce qu'il y a la nouvelle M2. Voilà, pour 35-40 000, tu peux faire la course. ok. Ce qui est un gros montant, on va pas se mentir.
mais à l'échelle d'un être humain, pour peu que ce soit vraiment ça que tu veux faire et que tu te donnes les moyens de le faire, c'est faisable. Tu vois, moi, j'ai cette petite anecdote en tête là des mecs qui font le Dakar. Ils avaient interviewé une fois un mec qui faisait le Dakar en moto. Il disait ça lui avait coûté, je crois, 25 ou 30. Et c'était toute la famille qui s'était sacrifiée pour réaliser son rêve. Et il l'avait fait, puis il était content. Et puis après ça, voilà. Il disait, moi, après, j'arrête. J'ai fait mon truc. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose d'atteignable. Même si j'ai pas de sponsor d'ici là, je pense que c'est faisable. Tu rebondis sur un truc grave intéressant. Les, spo- les sponsors. Les sponsors. Est-ce que tu as déjà eu affaire avec des sponsors, des partenaires? Comment pour toi ça se passe? Comme je te disais, cette année, j'en ai eu un. Il y a 2 ans aussi, j'en ai eu un. Mais j'ai vite un petit peu lâché l'affaire dans le sens où le sponsoring, c'est quelque chose de très particulier. Et les gens voient ça comme, comment dire, un caprice de gens qui ont les moyens, qui donnent des sous, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut savoir, c'est que pour qu'on te donne de l'argent, ben, il faut qu'il y ait un intérêt derrière. Moi, je Bien reste sûr. convaincu de ça. Il y a des gens qui disent le contraire. Moi, reste persuadé qu'il y a un intérêt, qu'il soit financier ou émotionnel, hein. Peut-être que le mec à qui t'as parlé, tu viens de le toucher, il se voit lui-même il y a 15 ans à ta place et puis il veut te le donner. Mais Bien il faut sûr. qu'il y ait un intérêt. Puis c'est Et un le problème. investissement. Exactement, exactement. Alors qu'il n'y a pas forcément des retours financiers, hein, comme on disait. Mais voilà, il faut qu'il se passe quelque chose derrière. Et dans ma situation, du fait que je suis pas du sport automobile, aujourd'hui j'ai 27 ans, donc on sait que je ferai des choses en sport automobile, mais c'est extrêmement flou parce que c'est pas du tout dépendant de moi. Aujourd'hui, moi, je pense pas avoir ce qu'il faut pour susciter cet intérêt chez quelqu'un. C'est pour ça que j'ai très vite arrêté de chercher des sponsors parce que je me dis, je mobilise du temps, de mon temps, je mobilise de son temps, et en fait, on sait très bien, ni l'un ni l'autre, qu'il va rien se passer. Mhm. Lui, il va pas donner, soit parce qu'il donne déjà, soit parce que bah, mon histoire lui parle pas plus que ça. Et moi, bah, au lieu de perdre 2 heures, 2 heures et demie à faire des rendez-vous, je peux faire des heures sup au taf. Et puis au final, ça se trouve, c'est la même chose que ce que le mec allait potentiellement me donner. Mhm. Donc j'ai vite lâché l'affaire parce que j'estime aujourd'hui que mon projet il peut pas susciter suffisamment d'intérêt, que ce soit économique ou émotionnel, pour des potentielles personnes qui pourraient me sponsoriser. Et est-ce que c'est quantifiable le temps que tu as passé en tout à chercher des sponsors? En vrai, pas beaucoup parce que je m'en suis vite Ok. rendu compte. Parce que tu sais, c'est un peu toujours le même schéma, mais à tous les niveaux. Tu vois, j'ai eu Ouais. l'occasion de voir des dossiers de sponsoring je vais pas donner de nom parce que c'est pas très recommandé. Mais de pilotes, on va dire, assez avancés, tu vois, type Freka, type F3. Et en fait, la formulation, c'est la même. C'est la même que le mec qui te demande des sous pour faire une SWS. Ouais. Donc en fait, on sait tous que on tente parce qu'il faut le faire, mais en soi, il y a de grandes chances que ça marche pas. Tu vois, t'envoies des dossiers à droite à gauche. En fait, c'est un peu comme le site internet pour une boutique aujourd'hui. C'est que si elle a pas de site internet, c'est bizarre. Mais si elle en a un, c'est juste pour en avoir un, en fait. C'est pour éviter ce côté bizarre. Ben, le dossier de sponsoring, c'est un peu pareil, et ça fait que du coup, le sponsoring devient bizarre. C'est Ok. que tu peux pas aujourd'hui toquer à une porte et venir et prendre un chèque parce que ben, il y a comment dire, du budget dédié à ça. Dans 95% des cas, quand quelqu'un sponsorise quelqu'un d'autre, bah, soit c'est le fils d'un tel, soit c'est le cousin d'un tel, soit il en devait une à un fournisseur et puis hop, il dit vas-y, je sponsorise ton fils et tout, etc. Mais ça, les gens, ils le comprennent pas. Donc ils sont là à dire je démarre, je démarre, je démarche, on me répond non. Mais si t'as pas ce contexte-là derrière, tu peux pas savoir et du coup, tu peux passer des dizaines et des centaines d'heures à démarcher des sponsors en prenant des noms sans comprendre que c'est même pas relatif à toi en fait. C'est juste le système qui veut ça. Ouais, c'est un système, le sponsoring, qui est tellement complexe. C'est ça. Et t'as des gens, ils mettent de l'énergie, ils mettent du temps dedans, même de l'argent, hein, pour se faire des plaquettes, etc. Mais en fait, on remarque très très vite que dans le sport automobile, c'est que du bouche à oreille. Mais c'est quasiment exclusivement que ça. Je dis pas, hein, j'ai même des gens dans mon entourage qui réussissent à avoir des sponsors de manière spontanée, mais comme je te disais, ils ont un truc à raconter. Tu vois, le type, il a fait partie de l'équipe de France de karting quand il avait 12 ans, et puis du jour au lendemain, on lui a compé les financements, il a continué de tryhard, il a quand même réussi à se réussir à un niveau. Ouais, là, t'as un truc à raconter. Là, peut-être que le type, tu vas réussir à le saisir, tu vois. C'est cliché ce que je vais dire, mais tu viens, tu m'envoies un mail parce que tu veux faire le Catel Trophy, parce que t'as vu une vidéo sur YouTube, pff, je m'en fous. Je vais pas Ouais. te donner un chèque, je m'en fous, tu vois.
m'en fous. Peut-être que je le ferai parce que je l'ai fait avec quelqu'un d'autre l'année dernière et qui t'a recommandé et que je vais le faire. De but en blanc comme ça, qu'est-ce que tu veux que j'en ai à taper? Je m'en branle, tu vois. Et ça n'a rien à voir avec toi, c'est pas méchant. Mais voilà, il faut se mettre à la place des gens qui donnent les sous aussi. Si eux, ils n'ont pas d'intérêt à le faire, pourquoi est-ce qu'ils le feraient? Évidemment. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai arrêté de chercher. Et tu vois, pareil, bah, anecdote, mon sponsor de cette année, je l'ai pas cherché. En fait, on lui a parlé de moi, on m'a présenté, et puis on a discuté, on s'est bien entendu. Il m'a dit, hop, c'est quoi, je te signe un chèque pour cette année. Et puis voilà, mais je l'ai pas démarché, le type. Donc ça prouve bien que à un moment, il faut plus se concentrer sur ce que toi, tu peux apporter aux gens qui vont te donner de l'argent, plutôt que d'essayer de trouver des gens qui vont te le donner. Parce que si de toute façon, t'as rien à offrir, c'est compliqué, quoi. Ça, je pense que il y a beaucoup de valeur dans ce que tu dis pour pas mal de gens qui cherchent, mais c'est vrai, qui cherchent du sponsoring, qui cherchent à démarrer leur carrière avec un petit coup de boost. Mm. Euh, Maintenant, c'est très compliqué parce que oui, ça demande de l'investissement. Démarrer une carrière en sport auto, ça demande de l'investissement, mais il y en a qui pensent que c'est que de l'investissement financier. Mais non, du temps, de l'énergie. Mm. Comment t'as géré ça, toi, en démarrant? Mal, en vrai. Mais Ok. parce que, comme tout le monde, je me suis pas forcément concentré sur les choses les plus importantes. Je suis aussi arrivé avec cet esprit dans le sport auto que ah, bah, il suffit de trouver un sponsor, il te donne de l'argent, puis tu roules. Et puis au final, tu te rends compte que c'est l'inverse. En fait, c'est qu'il faut que tu roules, il faut que tu aies prouvé des choses, et peut-être que tu vas susciter l'envie de chez quelqu'un de te suivre. Donc au début, je me concentrais uniquement sur le fait de trouver des sponsors, là où j'aurais dû bosser ma condition physique, bosser ma com, essayer de me faire remarquer, essayer d'avoir quelque chose à raconter, en fait, d'avoir une histoire à raconter. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des petits trucs à raconter, ce qui est déjà beaucoup mieux qu'avant. Mais c'est là-dessus que j'aurais dû me concentrer dès le début. Parce que sans ça, tu peux pas avoir de financement, en fait, c'est pas possible. C'est, c'est- c'est- Ça ne deviendrait pas à l'esprit. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Après, c'est peut-être pas forcément le point de vue de tout le monde. Moi, ça me viendrait pas à l'esprit de donner quelque chose à quelqu'un parce que je peux le faire. Moi, soit je veux avoir un impact parce que c'est quelqu'un qui m'est cher, soit c'est parce qu'il va se passer quelque chose derrière. Donner pour donner, pour moi, ça sert à rien. Il faut que ça serve à quelque chose derrière. Et c'est quand j'ai compris ça, ouais, que j'ai pu changer un petit peu ma mentalité. Il faut que je me suis dit, il faut que je donne envie aux gens de suivre le projet. Ne serait-ce que juste le suivre, déjà d'en parler, plutôt que de dire, les gars, je veux faire une course, payez-moi. Pour moi, c'est pas le bon côté pour rentrer dans la salle du sport auto. Les gens qui t'ont découvert, bah, notamment ton sponsor, c'est évidemment comment dire, de bouche à oreille. Par contre, est-ce que tu as eu des portes ouvertes? Parce que ça, c'est aussi intéressant parce que les deux, on bosse un peu là-dedans, dans la création de contenu. Est-ce que tu as pu voir même des propositions, des opportunités qui sont venues à toi grâce justement aux réseaux sociaux? Bah, cette année, j'ai fait une vidéo avec CD Sport, qui m'avait invité sur une journée Formule 4 pour faire un petit peu la promotion de leur journée baptême. Et mine de rien, ça a l'air con comme ça, mais pour moi, ça a plus de valeur que d'aller arracher un chèque de 300 balles à un garagiste. Parce que on est venu me chercher, on m'a reconnu pour un certain travail. On s'est dit que voilà, mon projet avait une certaine valeur et qu'il fallait essayer de faire un truc. Bon, on n'a pas repris contact depuis. J'en veux à personne, c'est pas grave, ça s'est passé. Ils ont eu les résultats qu'ils voulaient ou pas. Il faut se dire que j'étais en face de Romain Monti, donc forcément, moi, je vais pas faire les mêmes résultats que Romain Monti. Mais voilà, moi, c'est plus des trucs comme ça que je cherche aujourd'hui. Tu vois, des roulages où on vient parce que j'ai une valeur ajoutée, parce que je vais présenter un truc, où je vais parler de choses et tout, etc. Plutôt que de faire tous les garagistes de ma ville et d'en avoir un à l'arrache, quoi. Bien Tu sûr, vois, là, j'ai pu faire une journée en Formule 4 pour 100 balles, parce qu'il fallait juste payer l'assurance et les repas de midi. On parle quand même d'une prestation à presque 2000 balles, tu vois. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est plus vers ce genre de truc-là qu'il faut tendre. mhm, Mais pour avoir ce genre de truc-là, il faut avoir une valeur. Et bien c'est sûr. là où est tout l'intérêt de la discussion. C'est clair, c'est clair. Je pense que les réseaux sociaux, ça ouvre beaucoup de portes. Ça ouvre beaucoup de portes, et notamment des opportunités comme ça. Hmm. Euh, Qu'est-ce que tu attends, toi, des réseaux, de la création de contenu? Est-ce que tu as des attentes par rapport à ça? Forcément, j'en ai.
C'est un petit peu mon plan pour rouler, hein, on va dire. Au-delà du fait que je bosse et que j'économise pour rouler, j'ai envie de raconter l'histoire de ma vie, tout simplement, de comment j'ai évolué dans le sport automobile. J'ai envie d'en parler aussi, tout simplement, parce que ça reste quand même une passion, hein. Je suis pas dans le sport automobile juste pour dire, regardez, je suis pilote, j'ai une combinaison et tout, etc. C'est quelque chose qui me passionne pour de vrai. Une sorte de carnet de bord, en Euh, fait. tout simplement, parler de ce qui se passe dans ma vie, parler de ce qui m'inspire, parler de faits dans le sport automobile, que ce soit la Formule 1, le WEC, etc., qui me motivent, qui me permettent d'avoir ce mindset-là, entre guillemets. C'est vraiment ça que j'attends des réseaux. Et quand on voit aussi aujourd'hui, parce qu'il faut être terre à terre, hein, personne n'est sur Internet que pour la passion de faire des vidéos. En tout cas, moi, je pense que c'est plus vrai aujourd'hui. Et quand on voit les portes que ça ouvre à certains influenceurs, pour peu que tu sois encore les pieds sur terre et que bah, tu saches profiter des opportunités qu'on te donne, ouais, ça peut te mener loin. Ça peut Bien te sûr. mener vraiment loin. Donc là, c'est sûr que c'est pas mal de. Moi, j'aime bien, j'adore cet entretien-là parce que là, on parle français, tu vois, c'est Il cool faut, il et ça faut. ça montre que t'es une personne, que t'es une personne simple et qui se démerde pour rouler. C'est Ça fait. ça. Moi, en fait, j'ai pas honte de mes ambitions et de ce que j'ai envie. On va pas se mentir, hein. J'ai aussi envie d'être un petit peu une star, d'être reconnu, d'être machin et tout, etc. Voilà, j'en ai pas honte, je fais avec. Et j'essaye de mettre à profit cet ego pour que ça me serve pour faire des trucs que j'ai envie de faire. Euh, j'ai un autre compte avec un pote à moi qui s'appelle Plip, d'ailleurs, on parle de voiture, n'hésitez pas à aller regarder. Très très lourd d'ailleurs. Euh, en fait, j'adore être devant la caméra, je kiffe. Je kiffe être le personnage principal, être le centre d'intérêt, parler avec les gens, j'aime bien ça. Donc je me dis, putain, si j'aime bien, ben, faut en profiter, faut essayer de construire quelque chose autour de ça. Mais voilà, ça repose quand même sur le fait que j'ai envie qu'on me regarde. Mais moi, Ah j'ai pas de mais problème avec ça. moi mais je te comprends totalement parce que je suis pareil à 100%. Donc ah Donc, mais je me reconnais complètement dans ce que tu dis. ouais, faut pas avoir honte de ça. Je suis d'accord. Surtout dans milieu du sport auto qui demande énormément de financement où, bah voilà, peut-être que devenir une personnalité publique, ça va te permettre de mobiliser au minima un certain réseau qui va te permettre de te faire rouler ou de générer du budget et tout, etc. Mais voilà, faut pas avoir honte d'avoir envie d'être une star, d'être un petit peu au milieu de la lumière et tout, etc. Faut s'en servir, juste, tout simplement. Faut s'en servir, puis faut être OK avec soi-même, Bien sûr. tout simplement. Évidemment. Tu parlais d'ego, très intéressant. Ouais. L'ego d'un pilote, comment tu le vois? À partir de quel moment est-ce que tu sens que l'ego peut être salvateur? Et de l'autre côté, pas du tout. Pour moi, c'est tout le temps, en fait. C'est tout le temps. Et l'excellent exemple que j'ai là-dessus, c'est Max Verstappen en Formule 1, parce Mhm. que bah, je pense que tu le sais, hein, il fait un petit peu débat, parce que tout le monde dirait, il est super arrogant, il est toujours là, à être aux limites du règlement pour gagner. Mais c'est ça le moteur, en fait. C'est ça le moteur. T'as envie d'être le meilleur que les autres. T'as Bien envie sûr, d'aller jusqu'au bout. T'as envie de te battre. Si le deuxième, tu lui as mis un tour, va chercher un deuxième tour. Va chercher un troisième tour, même si tu peux. Et c'est là où, pour moi, ça n'est que du bénéfique, même si des fois, forcément, ça tombe dans des mauvais travers. C'est normal. Parce que quand tu réussis, t'es un héros. Puis quand tu te plantes, t'es un zéro. Et puis quand tu réussis trop, t'es aussi le zéro. Donc forcément, ça va te mener vers des chemins un petit peu sombres, mais c'est vraiment le moteur. Mais ça, c'est le moteur de tout sportif. Demande à LeBron James s'il voudrait pas avoir 15 titres en NBA, même 20, même 25. Bien sûr qu'il te dirait oui. Demande à euh, Richard Petit, pas Richard Petit qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais s'il avait pu en gagner encore plus des titres en Cup Series, il y serait allé. Mais parce que c'est le moteur en fait. T'as envie complètement. d'aller toujours plus loin, de battre des records, parce que tu vas aussi plus loin que toi-même. Tu te dis, putain, j'ai eu 8 titres. Est-ce que je peux aller en chercher un neuvième? Est-ce que je peux aller en chercher un dixième? Tu vois, c'est. Bah, tiens, toi qui aimes l'NASCAR, j'ai un très bon exemple d'un pilote dont je ne me souviens jamais le nom, mais c'est celui qui a l'équipe avec Michael Jordan. Denny Hamlin. Exactement. Parce que j'ai regardé cette saison le Drive to Survive de la NASCAR. Ouais, Et, full speed. et c'est là où, en fait, ce type-là, il m'a marqué, il m'a touché, parce que je me dis, le type, il a jamais eu son titre. Ouais, Et il sait qu'il est meilleur que tout le monde. Enfin, pour lui, il est meilleur que tout le monde. Et c'est ouais. ça qui est incroyable. C'est ça qui continue de faire en sorte qu'il y aille encore année après année, parce qu'il prend de l'âge en plus, il est plus tout jeune. Et puis il a sa maladie au niveau des articulations, Mhm. qui fait que ben, plus le temps passe, plus c'est difficile pour lui, parce qu'il faut qu'il prenne des traitements, parce que physiquement c'est difficile. Mais c'est son ego qui le tient.
Ça se trouve, peut-être le jour où il va avoir son titre en Cup Series, le mec il devient malade et il meurt 10 ans après. Mais c'est ça qui le tient, et c'est ça que je trouve beau en fait. C'est avec ça que tu fais tout. Et pour moi, c'est que du bénéfique. Ah, c'est fort ce que tu dis. C'est fort, mais c'est très très vrai. Je trouve que c'est très très vrai. Un ego mal placé peut être très très, alors à mon sens, peut être très péjoratif hein, Mm, pour chaque performance d'un sportif. En revanche, un ego qui, comme tu dis, est maintenu et en tête et ancré, parce que c'est mm. un ego qui te permet de tenir tête face à ces objectifs qui ne sont pas encore atteints, je trouve ça ultra bénéfique. Et d'où ce que d'où ce que tu dis, c'est très 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 fort. C'est clairement ça. Et puis, moi, je trouve que l'ego mal placé, c'est souvent plus le contexte que la personne qui mal place l'ego. Ok, Parce que, comme on disait, bah, en fonction de comment va être perçu ce que tu fais et de l'angle qu'on va y donner et de comment les médias vont parler de toi, ben, on va dire, ah ouais, putain, le type, il est pas réglo et tout, etc. Mais c'est pas forcément toi qui mal place ton ego. Ton ego est toujours constant en tant que sportif. Par contre, c'est les conséquences de ce que vont te faire faire ton ego qui va faire qu'on va dire que ah, c'était bien ou c'était pas bien. Tu vois, typiquement, tu prends l'exemple de Michael Schumacher, par exemple. Tout le monde adule Michael Schumacher. Tout le monde dit que c'est le plus grand de tous les temps. Michael Schumacher, c'était quand même quelqu'un qui était capable de pousser ses adversaires à bout, que ce soit sur la piste ou physiquement. Et on lui reproche pas, tu vois parce que c'est passé, parce qu'il a fait d'autres choses après. Mais si tu prends les choses événement par événement, cet extrait qu'on a là où il pousse, il me semble, c'est Montoya quasiment dans le mur parce qu'il veut pas qu'il ouais. double. Mhm. Voilà. Et tu vois, et pourtant, c'est pas pour autant que ça devient un démon, mais son ego fait que voilà, il a décidé que personne lui passerait, le dépasserait aujourd'hui sans en chier. Et ben, c'est son ego qui l'a poussé à faire ça. Mais l'ego, ça a toujours été le même du début à la fin de sa carrière. Et en fonction de comment tu vas prendre les choses, bah oui, il va être mal placé ou pas. Tu vois. Ah, c'est une bonne analyse. C'est une bonne analyse que j'avais pas vraiment, tu vois, pensé. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que on peut, euh, on peut échanger et qu'il y ait des points de vue qui soient complètement différents, tu vois. Et ça, c'est en fonction des croyances et de tout ce qu'on a. Mais c'est grave intéressant et je suis entièrement d'accord je suis entièrement d'accord avec ça. Mm. C'est euh, c'est pour ça que moi j'aime bien le personnage de Max Verstappen parce qu'en fait il est cohérent. Tu vois, c'est un Oui, jusqu'au boutiste. je suis d'accord. Ok, il a la grande gueule, ok, des fois il est pas respectueux et tout, etc. En fait, le type est cohérent avec lui-même. Il Il change pas reste de fidèle à discours. lui-même, C'est exactement. ça, il change pas de discours du jour au lendemain parce qu'on a dit ah il était méchant et tout, etc. Et voilà, après ça peut paraître un petit peu violent pour les gens de l'extérieur, son comportement en piste et tout, etc. Pour les gars, allez voir du sport auto amateur, et puis si vous allez comprendre, ça va, c'est gentil, tu vois. Mais voilà, il va jusqu'au bout du truc. Et je trouve que, tu vois, c'est l'ego qui permet d'être jusqu'au boutiste. C'est que comme tu sais ce que tu vaux et que tu regardes que toi-même, C'est bah, tu ça. restes, t'as ta ligne de conduite et tu restes cohérent. Et c'est ça qui est bien, tu vois. Mais parce que Max, il s'en bat les couilles. Lui, Il s'en fout. lui, ce qu'il a envie de faire, c'est gagner, tu vois. Il s'en fout. Il s'en fout. Ok, il a peut-être été conditionné par son père depuis petit à gagner. Mais voilà, Ouais, lui, il vient pour faire le taf. bien sûr. Tu l'aimes pas. Change rien. Le soir, il rentre, il est avec ses potes sur le simu, il s'amuse, il fait encore des courses. C'est tout ce qui compte pour lui. Et moi, je trouve que c'est le meilleur comportement, en fait. C'est un petit peu le comportement qu'avaient les pilotes de F1 dans les années 80-90. C'est vrai. S'il venait la clope au bec, il tapait une bière avant de monter dans la course, mais qu'il gagnait la course, tu veux lui dire quoi? Voilà, c'est comme ça. Mais c'est ce qui fait sa célébrité, j'ai envie de dire, parce que c'est un pilote qui polarise, en fait. C'est ça. Il divise. C'est ça. Mais le type, il a qu'une seule face. Voilà, c'est C'est ça. Max Verstappen, t'aimes pas, c'est ton problème. Exactement. Exactement. Ah non, c'est super intéressant là ce genre de discussion. Moi, j'adore ça. Et la preuve qu'on peut échanger beaucoup de choses. Et j'adore parce que on est vraiment sur une même même je parle par rapport à toi, Alex. T'es vraiment quelqu'un voilà de qui comprend, qui n'a aucun de voilà, qui a des rêves qui sont très posés, très réalisables. T'as un chemin que tu t'es tracé, où tu as fait vraiment les choses avec le cœur, en fait. Je pense que ça, c'est super important, plus qu'avec avec ton mental et avec ton ego. Tu as fait vraiment les choses avec le cœur. C'est le plus important parce que c'est très dur. Sur une année, je passe plus de 90% en dehors des circuits. En vrai, ça me fait mal, tu vois. J'en suis arrivé à un stade où j'ai même du mal à regarder des courses parce que je me dis, putain, ça pourrait être moi. Je pourrais aller rouler et tout, etc. Mais si tu le fais pas avec le cœur, à tout moment, tu craques, en fait. T'abandonnes, tu laisses tomber.
Tu vois, j'ai connu quelques périodes où financièrement c'était compliqué parce que je mettais de l'argent de côté pour le sport auto que je voulais pas toucher, sauf que cet argent, je l'aurais bien utilisé pour autre chose. Et des fois, tu te dis, putain, mais en fait, je me fais chier, viens, j'arrête tout, je suis juste un mec normal qui va bosser du matin au soir avec ma copine, et voilà. Mais non, en fait, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça, je veux me donner les moyens de de réaliser mes rêves. Et puis si c'est dur, bah tant pis, c'est dur, quoi. Mais De si t'as toute pas le cœur au truc, tu peux pas. C'est pas Bien sûr, possible. évidemment, mais de toute façon, c'est un chemin qui est dur, en fait. C'est ça que j'explique aux gens qui me contactent aussi. C'est un chemin pour arriver jusqu'à être pilote qui est dur. Mm. C'est dur. C'est Mais un investissement de malade. c'est ça qui est beau dans le sport, c'est qu'en fait, tu souffres tellement que chaque moment de joie, chaque victoire, tu les savoures, mais d'une force. Tu vois, la première fois que j'ai fait de la fun boost, c'était une victoire. Moi, j'étais sur un nuage du vendredi au lundi. Mais parce que j'ai passé tellement de temps à attendre, à savoir si j'allais pouvoir payer tout, etc., à me dire que ça arriverait jamais. Et que le jour où j'ai mis mon cul dedans, j'étais. Et pourtant, c'est un accomplissement minuscule. Ouais. Mais tu passes tellement de temps à souffrir dans ce sport que la moindre petite victoire, mais c'est des sensations. Laisse tomber, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à un jeune qui n'a pas forcément la conscience finalement de ce que c'est le sport auto, qui débarque vers toi, qui te dit, parce que je pense que tu as eu aussi des messages, hein, comme Mmh. moi, tu m'en avais fait Mmh. part, de gens tout simplement, de petits jeunes qui ne savent pas en fait quel investissement il faut faire. Mmh. Qu'est-ce que tu leur dirais? La chose que je leur dirais, avant de leur dire de croire en leurs rêves, parce que ça, je leur dirais, mais un truc plus terre à terre, mais ça, c'est plus une philosophie de vie que moi j'ai, c'est que tu seras toujours la seule personne la mieux à même de faire ce que tu dois faire. Donc, il faut pas compter sur les autres. Il faut mettre au plus possible tout ce qu'il faut pour que tu puisses tout faire tout seul. S'il y a des gens qui viennent et qui t'aident, accepte-les, c'est super. Mais ne pars pas du principe que parce que tu as eu des ambitions, les gens vont venir vers toi. Il faut que tu puisses tout réaliser tout seul. Il faut que tu comptes que sur toi-même. Et c'est là où justement tu commences à motiver les autres parce qu'ils se disent, putain, le mec il se défonce, il est tout seul dans son truc. Et ça me donne envie. Et par là, en fait, ce que je vais entendre, c'est que il faut se libérer de cette mentalité de vouloir absolument se faire aider. Ouais, Il faut savoir accepter l'aide des autres, ça c'est important. Par contre, c'est pas parce que toi tu as une ambition que tu dois l'imposer aux autres. Essaye de réaliser les choses pour atteindre ton ambition. Ça marchera ou ça marchera pas, hein. Mais essaye déjà de travailler seul, de travailler sur ce que tu peux travailler à ton niveau. Et c'est seulement après que les autres viendront en constatant tes efforts qui viendront t'aider. Mais parce que je pense que tu l'as eu plein de fois, hein, ce truc-là de oui, j'ai 15 ans, je veux faire du sport auto, j'ai pas d'argent, comment on fait pour trouver des sponsors? Je me dis déjà, c'est pas la bonne mentalité. C'est pas la bonne. Déjà, tu pars, tu connais rien au truc et tu veux déjà demander de l'argent à des gens que tu connais pas. Non, renseigne-toi, cherche sur Internet. Je vais pas chercher plus vite sur Internet que toi. Essaye de comprendre comment ça marche et tout, etc. Tu vois, j'y réponds toujours à ces gens-là, mais je préfère qu'on vienne me dire, ah oui, putain, j'ai vu que tu as fait de la 208, comment ça se passe? Est-ce que la voiture ci, est-ce que la voiture ça? C'est toujours plus agréable de répondre à ça plutôt qu'à quelqu'un qui dit, comment est-ce qu'on fait pour trouver de l'argent? J'en sais rien, mon ref, je sais pas. Mais pars pas déjà avec cette mentalité-là. Ok, t'as 15 ans, tu peux pas bosser. Regarde avec tes parents, trouve peut-être un petit boulot, économise, mets l'argent que tu reçois à l'anniversaire de côté, et surtout, sois patient. Voilà. Oui, à 15 ans, si t'as pas d'argent, tu feras pas de sport automobile. C'est clair et net. Voilà. Attends tes 18, tes 19 ans, patiente un petit peu, profites-en pour te mettre à niveau en sport, pour te documenter, pour regarder un peu ce qui se fait dans le sport automobile. Et attends ton moment, en fait. Tu vois, c'est ça que les gens, ils savent pas, c'est attendre le moment où ils vont pouvoir le faire. Tout de suite, il faut que ça vienne, bam, je veux rouler, quand est-ce que je commence? Bah, tu commenceras quand tu auras des sous. mhm, Donc, soyez patient. Vraiment, c'est un long fleuve. En plus, on bénéficie en sport auto de quelque chose qu'il n'y a pas dans les autres sports par rapport à ce qu'on disait en introduction. À 70 ans, si tu peux monter dans la voiture et tourner le volant, tu pourras rouler. Attends ton moment. Peut-être que ça prendra du temps. Peut-être que ta première course, tu la feras qu'à 30 ans. Si tu es vraiment convaincu que c'est ça que tu veux faire, attendre 10 ans, qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose. c'est... J'aurais pas pu donner d'explication plus limpide que ce que tu viens de faire. Ouais, mais en fait ce que je reproche beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui, et même certaines personnes de ma génération, c'est la mentalité.
Mhm. La mentalité. Mais ça, c'est pas que de leur fait, hein. C'est un peu pareil dans tous les autres sujets de société. C'est qu'il faut que ce soit toujours les autres qui ci, les autres qui ça et tout, etc. Déjà, concentre-toi sur toi-même. Et puis quand tu fais ça, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire déjà tout seul. Que t'as pas forcément besoin d'aide extérieure. Ce sera pas Bien parfait, sûr. ce sera pas incroyable, mais déjà au moins tu sais faire. Et ne serait-ce que ça te permet aussi d'aborder les gens de manière différente. Plutôt que de dire ah ouais, est-ce que tu pourrais me donner des sous pour ça? Tu vas pouvoir poser des questions plus intéressantes sur des aspects techniques, sur du behind the scene, comment ça se passe et tout, etc. Tu vas pouvoir apprendre des trucs. Peut-être que ça va te faire réfléchir sur la manière dont tu fais certaines choses. Et c'est beaucoup plus enrichissant que juste dire s'il te plaît, je peux rouler, j'ai pas d'argent, quoi. Puis surtout que on n'aura pas plus de réponses. Non, non, non. Comme dit, on est dans une société où heureusement comme malheureusement, c'est assez simple de faire des sous en fonction de ce que tu es capable de faire et de ce que tu peux te permettre de faire. Voilà, ça devrait pas être ça le plus gros de votre problème en fait. Même si on est d'accord que les budgets sont conséquents, que pas tout le monde peut avoir un boulot payé 10 000 balles. Ok, mais il y a d'autres choses plus importantes aussi à voir avant ça. Ouais, et puis c'est surtout que, bah, comme tu dis, t'as pas d'argent, bah, faut se démerder autrement. Toi, tu bosses à côté. Moi, STR, ça me rapporte 0 €, hein. Eh, Tu mais vois? Donc, t'es là pour accomplir ta vision, tu c'est vois. ça, c'est ça. Sauf qu'il me faut des moyens, donc on se démerde autrement. C'est ça. Je ne vis pas d'STR pour l'instant. Mais c'est ok, c'est pas grave. C'est les débuts. On peut pas tout avoir tout de suite comme ça. Mm. Si on abandonne au moindre ah, mais j'ai pas d'argent, bah écoute, on se démerde. On se démerde. De toute façon, t'as pas le choix. Tu vas pas pouvoir dire à un gérant d'une équipe qui a emprunté 2 millions pour acheter un petit remorque 4 voitures, les tonnelles et machin, etc., qui a du mal à joindre les deux bouts parce qu'il y a de moins en moins de clients dans le sport auto, qui tous les 5 ans se mange les règles de son championnat qui disent que la voiture, il faut rajouter de l'équipement, il faut l'homologuer, il faut la changer, etc. Tu vas pas pouvoir lui dire ouais, je peux rouler gratuit. Non, peut pas. Là, Faut mon qu'il mange pote, lui, faut qu'il paye ses dettes, faut qu'il paye ses mécanos, ses ingés s'il en a. sa Euh, logistique, voilà, tout ça, tu peux pas. ouais. Ça te viendrait pas à l'idée d'arriver dans un supermarché et de dire à la caissière, laissez-moi passer, je peux pas payer. Personne ne fait ça. Dans le sport auto, c'est pareil. Tu peux pas. Parce que tu sais, t'as toujours cette image de oui, il y a que des gens riches dans le sport auto. Ouais, mais vous les voyez pas au bon endroit en fait. C'est pas parce que le mec il a pour l'équivalent de 3 ou 4 millions de matériel que le type il mange du caviar tous les soirs. Je dis pas, il y en a. C'est pas la majorité. Donc voilà, peut-être que des fois, il y en a qui vont donner l'opportunité à un jeune qui a pas beaucoup de moyens de pouvoir s'exprimer. Mais enfin, je te spoil, hein, très généralement, c'est jamais gratuit. Et, euh, et le jeune, il vaut quelque chose. Voilà, peut-être qu'il l'a vu rouler, machin, il se dit putain, ah, peut-être que je peux en faire une pépite, vas-y, je fais un effort, tu vois. Je fais un effort, et peut-être que ça va me rapporter sur le long terme. Mais si tu sors là de ton cours d'anglais, t'as jamais mis ton cul dans un kart, dans une voiture de course, tu viens juste avec ton grand sourire et tu vas voir ce type-là, ah, il va te remballer. Mais c'est normal, c'est normal. parce que, encore une fois, lui, comme tu dis, il a des responsabilités. C'est ça, Il doit faire, et comme tu dis, il doit entretenir tout son, voilà, sa logistique, ses employés, etc. c'est ça. Toi, je me souviens que tu m'avais dit qu'on t'avait proposé pour une journée d'essai en GT4 quelque chose comme 13 14 000 balles, quelque chose comme ça. C'était alors en fait le truc était en deux phases. C'est que donc, c'est une équipe qui s'appelle Pro Sport Ok, qui est sur la Nordschleife. Donc en gros, le premier devis c'était 10 000 hors taxes pour faire 3 manches du RCN, ce ok, qui est franchement pas cher du tout. non, Vraiment pas cher du tout. clairement. Mais la voiture est sur place. C'est-à-dire que c'est limite, il la pousse du garage, il la met sur le circuit, c'est parti. Donc ça réduit fortement les frais. Et il y avait un deuxième devis d'une journée d'essai à Barcelone, il me semble. Là, on était sur du 14 15 000. Ok, Mais le type, il part de Andelo, hein, en Allemagne, et descend jusqu'en Espagne, ouais, avec deux d'accord. caisses. Ouais. Il me semble que la bouffe était comprise. Il faut tous les consommables durant le week-end. Il faut les gens pour s'occuper de la voiture. Ça a un coût, en fait. Et quand tu vois le prix de l'essence
et que tu te dis que le type, il tape 1500 km en semi, bah ouais, mon pote, mais il y a un moment, faut Ah, qu'il se faut paye, tu casquer, vois. hein. Ah bah faut Voilà. casquer, hein. Ah bah Et c'est puis, clair. il peut pas te faire rouler à prix coûtant non plus. À un moment, faut arrêter de déconner, tu vois. Oui, Il il va avoir est, sa marge et c'est normal. il a l'entreprise, point. C'est ça. C'est ça. Donc, ouais, ça coûte cher, mais tu peux pas aller dire, voir le mec et lui dire non, non, c'est trop cher. Mais tu te bases sur quoi, en fait? C'est toi qui te tapes tout le transport, là? C'est toi qui te tapes la propriété des... Enfin, est-ce que c'est toi qui gères tout ça? Non. Je t'ai donné un prix. Que tu puisses pas payer, c'est une chose, il n'y a pas de problème. Bien Mais sûr. viens pas me dire que c'est mon prix. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fera moins cher, un autre qui fera plus cher. Moi, je t'ai donné ce prix-là. Si tu signes, c'est bien. Si tu signes pas, c'est ton problème. Exactement. Exactement. C'est un monde où, de toute façon, pour démarrer, comme tu l'as dit, il faut alors déjà avoir fait ses preuves d'une manière ou d'une autre, mais il faut surtout avoir un capital de départ. T'es obligé. T'es obligé. Il y a une discussion qui revient souvent dans le sport auto amateur. C'est le est-ce que je loue ou est-ce que j'achète? Et ça revient à ce que tu disais par rapport au capital, c'est que effectivement sur le long terme, acheter c'est moins cher. Il faut avoir de quoi acheter la voiture, de quoi la transporter, savoir l'entretenir, sinon avoir quelqu'un pour l'entretenir. Et si tu casses, c'est pour ta gueule. Mhm. Ce qui fait que tout ça, mis bout à bout, tu peux très vite monter à des 80 000 pour des voitures éclatées, c'est pas le mot, mais vraiment, voilà, le minimum du minimum, style une 206 pour faire de la course de côte. Euh, et il faut les avoir, en fait, ces Ben, sous-là bien de sûr, départ. Il faut les avoir. C'est bien de évidemment. dire je vais acheter ma voiture de course et tout, etc. C'est super. Faut t'en occuper après. Tu vois, et moi, à titre personnel, dans ma vision du sport auto, c'est pas que j'aime pas faire la mécanique, mais si je suis sur un week-end de course, je suis là pour faire la course. Je suis pas pour faire la mécanique. Je veux bien la faire en dehors des courses, je veux bien aider, ça y a pas de problème, parce que ça Clairement. m'intéresse. Par contre, c'est quand je viens rouler, je viens rouler. Je vais pas sortir de la caisse, passer la nuit à démonter et remonter des trucs, etc. Et devoir me lever le lendemain matin à 7 heures pour être frais pour rouler. C'est pas ce dont j'ai envie. Donc, ben, je loue, comme beaucoup d'autres personnes, ce qui fait que les prix sont plus chers, mais je réalise ma vision du sport auto comme j'ai envie de la réaliser. Au moins, tu as moins de choses à penser. C'est ça. Après, ça me coûte, sur une année, oui, ça me coûte beaucoup plus cher, c'est sûr. Ce qui est Mais normal. voilà, moi je veux faire le sport auto comme je l'entends, et la manière dont je l'entends, c'est je viens, je roule, je parle avec les gens qui peuvent m'aider à m'améliorer, je parle avec les mécanos aussi, hein, pour essayer de comprendre s'il n'y a pas des trucs que j'ai endommagés, s'ils n'ont pas des informations à me donner aussi. Mais le travail sur un week-end de course, c'est pas, je veux pas le faire. Je suis pas là pour ça. Et ça se comprend. En vrai, ça se comprend. Mais c'est normal. Mais ça, c'est un système de, c'est une question de vision et de voilà. Tu vois, pas plus tard qu'hier, je discutais avec un gars qui bosse au circuit de karting qui est pas très loin de chez moi. Tu vois, il a un proto CN. Il fait de la course de côte avec. Et lui, il Mhm. fait tout dessus. Il fait tout dessus. Alors, il est pas tout seul, hein, il a un petit peu d'aide. Mais c'est sa vision du truc. Et je le respecte. Et c'est génial. Il a son proto. C'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui monte les machins et tout, etc. C'est lui qui fait les entretiens. Et voilà, il kiffe. Et Bah, c'est t'es bon génial. en mécanique, t'es bon en mécanique, t'es bon en optimisation, c'est presque qu'on te louait, tu vois. C'est ça. Mais c'est sa vision du truc. Lui, il veut le Exactement. faire lui-même. Donc, c'est très bien. Il y a des gens, comme moi, par exemple. Moi, je veux juste faire la course. Voilà. Après, faire de la mécanique sur le côté, ça me dérange pas. J'aimerais bien apprendre, mais Bien sûr. pendant que je roule, je roule. Il y a quelque chose que je répète souvent aux gens, c'est vraiment ayez une vision, mais putain de limpide. Mais c'est ça, il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit. Qui est quelque chose de droit, tu sais, un why, mais puissant, Hum, de se dire, ok, mais pourquoi est-ce que je fais du sport auto? Pour qui je le fais? Pourquoi je le fais? Comment je le fais? hum. C'est extrêmement important. Et c'est comme ça que tu débunkes souvent les gens qui veulent devenir pilote de Formule 1 à cause de Drive to Survive. J'en avais eu un comme ça, enfin, ça m'avait fait mourir de rire. En vrai, c'est triste, mais c'est marrant parce qu'il me dit, ouais, je regarde Drive to Survive et tout, c'est génial, je veux devenir pilote de Formule 1, comment on fait? Je dis, bah, déjà, tu passes par les formules de promotion, ça coûte un certain prix et tout, etc. Tu Il me dit, ouais, m'étonnes. ok, c'est combien? Je dis, bah, rien qu'une saison en Formule 4 nationale, tu peux compter entre 180 et 220 000 euros. La conversation s'arrêtait là. Bah, tu m'étonnes. Voilà. Ça aurait été vraiment quelqu'un qui avait envie, je pense que la conversation se serait poursuivie
Et il aurait simplement demandé quelles sont les autres alternatives. Comment est-ce qu'on commence, et tout, etc. Et t'as plein de gens que tu calmes juste avec cet argument-là. Mais si ça vous arrête, bah, lâchez l'affaire, hein. Bah, vous êtes pas prêts, hein. Parce que vous verrez que l'argent, à un certain moment, ce sera pas le plus gros de vos problèmes. Mais tu sais qu'encore en France, on a de la chance, hein, parce que à la FFSA, alors, t'as pas mangé, t'as pas dormi, t'as rien autour, Encore hein. une fois, encore une fois. T'es à 120 k sur une saison en F4 France. Hum. Quand on a de la chance. Parce que c'est un organisme d'État. Tu vas en Espagne, tu vas en Italie, c'est le triple, quasiment. Je crois que la F4 italienne, c'est la plus chère. Après, c'est pour moi, le C'est le plus championnat haut de niveau. F4 le plus haut niveau. Ouais. T'as des gamins, ils lâchent 1,2 million, hein, Formule 4. Ils lâchent 1,2 million, ils gagnent pas forcément le championnat en plus, hein. Donc, J'espère que ça, vous l'avez entendu, ceux qui regardent le podcast là, parce que 1,2 million pour la Formule 4, hein. C'est pas de la hum, Formule 1, t'es pas coéquipier avec Lewis, hein. C'est de hum. la Formule 4. Ah ouais, c'est de la Formule 4, hein. Faut se dire qu'en Formule 4, t'as des mecs qui viennent avec Préma et tout, etc. T'as aussi des gens qui descendent la caisse de la remorque, hein, et qui roulent en Ouais. Formule 4. Et on parle déjà de budget d'1,2 million. Donc, ouais, voilà, quand t'as des gens qui disent qu'ils veulent devenir pilote et que des tarifs, ça les arrête, tu sais que voilà, Ça ira pas t'as très t'as loin. pas vraiment envie, ça t'a pris sur le moment. Et je comprends, hein, parce que la série, elle est bien faite, c'est prenant et tout, etc. Mais t'as pas vraiment envie. Moi, quand j'ai commencé à voir les tarifs du sport auto, ça m'a mis une claque, mais je suis toujours là. Donc, voilà. C'est Alexandre, c'était un superbe entretien. Franchement que j'ai beaucoup aimé. Euh, Quel serait ton mot de la fin? Mon mot de la fin, euh, faites du karting. Plus. Ah, Faites du karting, ça apprend déjà énormément de choses et surtout travaillez pour ce que vous avez envie d'avoir. Arrêtez de vouloir dépendre des autres. Je trouve que c'est une mentalité très toxique. Même si des fois on dépend des autres sans le vouloir, mais essayez de faire un maximum de choses de votre côté. Essayez de vous reposer déjà sur vous. Faites en sorte que le fait de vous reposer sur vous soit quelque chose de fiable avant de vouloir vous reposer sur les autres. Parce qu'aujourd'hui, le motif, c'est ah ouais, j'ai envie, bah, je vais lever des fonds, les autres, ils vont payer pour moi, et puis si ça se passe mal pour moi, bah, j'arrêterai, tu vois. Non. Donnez-vous les moyens de ce que vous voulez faire, et puis voilà, soyez cohérent avec votre contexte. Si vous venez d'un milieu qui est déjà pas très aisé de base, visez des choses qui sont à votre portée. C'est pas une honte, c'est déjà très bien. Et puis vous verrez au fur et à mesure du chemin si vous pouvez faire plus ou pas. incroyable, incroyable. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Donc, super. Je pense que là, ceux qui vont regarder cette vidéo, qui, ma foi, va être pas mal longue, je pense il y a très grosse valeur à l'intérieur. Et voilà, c'est un podcast, c'est un entretien là qu'on a fait qui est vraiment voilà, basé sur l'honnêteté et sur le vrai visage tout simplement du sport auto et de l'argent, en fait, tout simplement, du financement. Donc franchement, c'était très très cool. Est-ce que tu veux faire une petite Merci. promo tes réseaux quand même? Ouais, de toute façon, toujours pareil, hein, Alexandre Perushka sur Instagram, c'est là où tout se passe. Et On fout j'ai ça en ma description, petite, ça aussi. voilà, et puis j'ai ma petite chaîne YouTube. Je vais essayer de redevenir actif, mais je ne vous promets rien. Et, Ouais, je et, dis pareil à chaque fois, c'est 2 mois entre toutes les vidéos. non, mais en vrai, c'est chiant parce que t'es là, tu te dis, je vais faire ça, et puis tu te dis, ah putain, là, semaine prochaine, on va au Paul Ricard, machin. Tu dis, ok, et puis du coup, tu fais rien, donc voilà. Excellent, excellent. Bah Alex, je te remercie beaucoup. Eh ben, Merci de ton merci à temps en toi tout pour cas. l'invitation. Bah Merci, ouais, merci à toi. trop bien. Merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast. Et puis à très bientôt sur la chaîne YouTube.